tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres. Nous prendrons la direction du Palais Princier pour en savoir plus sur la parution des 43e Annales monégasques. Le Chef's World Summit vient de s'achever au Grimaldi Forum. Une journée sans viande et sans poisson, oui, c'est possible. Alexandra Pani vous dira tout sur le nouveau départ du challenge Prince Albert II. Et notre invitée de la semaine sera Caroline Roguignon-Vernin à la tête du Conseil économique, social et désormais environnemental. Je vous le disais en titre, prenons à présent la direction du Palais Princier afin de rencontrer Thomas Fouilleron qui va nous dévoiler les différents sujets que l'on peut retrouver dans le nouveau numéro des Annales monégasques. Il s'agit précisément du numéro 43. Chaque année, un nouveau numéro des Annales monégasques paraît et permet aux acquéreurs d'en savoir plus sur des thématiques liées à la dynastie des Grimaldi et de l'histoire de Monaco, à l'image de la rencontre entre le prince Régnier III et sa future épouse en 1955. Une cinquantaine de pages est effectivement consacrée à l'exposition qui a été présentée dans les grands appartements du palais, dont la bibliothèque, ici même durant l'été qui est passé, à l'occasion du 90e anniversaire de la naissance de la princesse Grace. Et donc, il était un petit peu logique de proposer aux lecteurs des Annales monégasques un dossier qui reprenait l'ensemble de la recherche qui a été fait conjointement avec l'Institut audiovisuel de Monaco à partir des deux fonds photographiques qui relatent cette journée mémorable, le 6 mai 1955, où le prince Régnier III et Grace Kelly se sont rencontrés pour la première fois. Dans ce numéro 43, d'autres sujets sont aussi développés et permettent des éclairages sur certaines missions comme celle-ci. Qu'est-ce que conseiller un prince ? Ça ne m'étonne pas que vous ayez remarqué cet article qui est un petit peu un hommage à un conseiller, un directeur de cabinet du prince Régnier, qui a été un grand diplomate français, Claude de Kémoularia, dont les petits-enfants nous ont récemment mis en dépôt, offert au prince, aux archives du palais, les archives privées qu'avait conservées Claude de Kémoularia après son départ du palais. Nous avions, je dirais, la partie publique de son action, qu'il avait bien sûr laissée à la cessation de ses fonctions, et il avait gardé un certain nombre de notes personnelles, de lettres que le prince Régnier lui avait adressées durant cette période et qui permettent de comprendre un petit peu effectivement le rôle que le cabinet princier peut avoir pour un souverain. Le lecteur qui pourra aussi découvrir plusieurs autres thèmes. On va de l'histoire médiévale avec un fait un petit peu oublié, quand les Grimaldi ont dû, du fait des contraintes politiques, diplomatiques du voisinage, vendre le Rocher au dauphin de France, au futur roi Louis XI. Heureusement, la vente n'a pas été effective, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui, mais c'est un fait effectivement peu connu et qu'il était intéressant d'évoquer, donc pour la période médiévale. Après, on a toujours une belle part pour l'histoire de l'art, avec notamment, pour les amateurs d'objets d'art, nous avons une monographie de l'œuf impérial de Fabergé, qui est conservée dans les collections princières, et donc un historien de l'art qui est en poste aux États-Unis fait une étude très précise qui permet de dater, de renouveler la datation, puisqu'il y a évidemment, vous le savez, ces œufs étaient régulièrement offerts par le tsar, par l'empereur, à des membres de sa famille, à l'occasion de Pâques, évidemment, et des découvertes récentes ont permis de nous donner une nouvelle date à cet œuf de Fabergé monégasque. Et vous le voyez sur ces images, plusieurs personnes ont contribué et permis la réalisation de ce 43e numéro des Annales monégasques. Le World Chef Summit s'est achevé mardi soir au Grimaldi Forum. Retour dans ce reportage sur les différents temps forts qui ont rythmé l'édition 2019. Comment bien prendre les critiques? Le street food, nouvelle corde à l'arc des chefs? Que penser de l'agriculture urbaine ou encore une cuisine zéro plastique? Vous venez de l'entendre, les thèmes à l'honneur sur le World Chef Summit étaient plus que variés. On est sur la 4e année. Cette année, nous avons choisi comme parrain Christophe Baquier, chef meilleur ouvrier de France, 3 étoiles au Michelin de l'hôtel Castellet. Beaucoup de nouvelles personnes. Le sujet intéresse. On est ravis de pouvoir être accueillis sur cet événement sous le haut patronage du prince Albert II.
Événement dans l'événement, l'International Cup de cuisine avec ce fameux trophée du Prince Albert II justement. Les participants ont dû réaliser plusieurs plats avant qu'ils ne soient dégustés par les membres du jury. Pour continuer un petit peu à aller de l'avant sur ce congrès, on a voulu faire un petit peu de démonstration culinaire et on a imaginé créer le concours à Monaco de la Société des cuisiniers de France qui est à Paris et de développer ce concours cette année en offrant le challenge du Prince Albert. On a voulu faire un trophée qui va suivre chaque candidat chaque année. Ce concours a eu lieu cette année à Monaco, mais peut-être aura lieu en France ou ailleurs l'année prochaine. Et on a voulu faire participer un artiste que l'on aime beaucoup, Patrick Gibelli, qui nous a dessiné une œuvre par rapport à une discussion qu'on a eue ensemble, qu'on a partagée avec la participation bien évidemment du Prince. Et Joël Garraud est à mes côtés pour toute l'organisation du concours. Alors il y a le prix, il y a le challenge, il y a les chefs qui concourent, mais il y a surtout les gens qui se donnent. Et Joël Garraud fait partie des gens qui, à Monaco, se donnent beaucoup pour tout ce qui concerne la transmission. Et si les bons plats et produits étaient à l'honneur au Grimaldi Forum, ils le seront aussi sous le chapiteau Espace Fontvieille à compter de vendredi avec le Monte Carlo Gastronomie. Carla Locchi et Fanny Rigaud ont relevé un véritable challenge très symbolique, organisé en principauté pendant 24 heures, une journée sans viande et sans poisson. Elles ont été suivies de très près par de nombreux établissements, comme va vous l'expliquer Christine Datomel dans ce reportage. Une journée sans viande et sans poisson, le temps de quelques heures. Une action évidente pour éveiller les consciences et pour faire comprendre que le mieux-être et le mieux-vivre sont essentiels à l'heure actuelle. Car si la planète est en danger, l'homme l'est aussi. On n'est pas des végétariennes ou même végétaliennes, on consomme en conscience un petit peu de produits animaux. Pourquoi faire ça aujourd'hui à Monaco ? D'abord parce que Monaco, c'est magnifique comme enjeu écologique. Il y a 3 raisons principales que je vais invoquer. La première, c'est la santé de l'être humain. Il n'est pas bon de consommer trop de produits animaux. La deuxième, c'est tout simplement pour la planète, parce que ça fait du mal à la planète. Aujourd'hui, les océans souffrent énormément de la pêche industrielle et les fermes d'animaux sont une catastrophe. La troisième, c'est un problème environnemental, justement, parce qu'en consommant trop, on met en péril notre vie humaine. Une démarche qui sera reconduite dans le futur et de nombreux autres projets sont également sur le point de voir le jour. Notamment de voir un petit peu, changer peut-être les menus enfants, proposer d'autres choses pour les petites têtes, qui soient autre chose que des steaks hachés ou des pâtes ou des choses comme ça. On a des projets pour sensibiliser aussi, de voir si les chefs peuvent instaurer des recettes végétariennes ou végétaliennes qui soient attrayantes pour le public. On a plein de projets maintenant, c'est magnifique. Une journée sans viande, un petit pas pour nous, un grand pas pour notre planète. Réussir à instaurer une journée sans viande dans les restaurants et les collectivités de la Principauté, un défi qui semble porter ses fruits car de nombreux établissements ont adhéré à cette initiative, comme le Castel Rock qui nous a gentiment ouvert ses portes pour ce reportage. Tournons-nous à présent vers la mer pour la prochaine édition du challenge Prince Albert II en aviron de mer justement. Nouvelle date et nouvelle formule pour la 15e édition. Les explications d'Alexandra Pani. Nouvelle date et nouvelle ambition pour le challenge Prince Albert II, la compétition très attendue en aviron de mer. Depuis 15 ans, la Société nautique organise cette étape très enviée dans la région. Mais cette année, les organisateurs ont décidé de prendre un nouveau tournant. On a d'abord changé le format sur 2 jours et ensuite on a préféré avoir des équipes, insister sur les équipes étrangères. Donc on a fait quand même quelques invitations de certains rameurs de haut niveau qui sont là. Et tout cela, ça a attiré le monde. Donc les gens viennent pour
pour se mesurer à d'autres rameurs. Donc à partir de là, ça a attiré du monde. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir un tel plateau avec quand même 18 nations présentes, les champions du monde de cette année, les champions du monde des années précédentes, plein de médaillés. Du beau monde donc attendu sur les eaux monégasques les 29 et 30 novembre. 330 rameurs prendront le départ répartis dans les 8 catégories de la discipline. Et les monégasques seront bien représentés lors de ces 2 jours de compétition. On a des adversaires aussi médaillés comme nous au championnat du monde dans différentes catégories et qui feront le double contre nous. Nous serons à domicile. L'objectif, il est clair, c'est de s'affirmer chez soi, de montrer aussi le niveau et la prestation que nous avons faite tout le long de notre course des championnats du monde. Et j'espère, avec Giuseppe, qu'on fera une bonne prestation pour le club au challenge du Prince Albert. Des enjeux également sur le long terme sont attendus pour les membres de la Société nautique. Si le format a changé cette année, c'est notamment pour espérer devenir un jour le premier championnat européen d'aviron de mer, une compétition qui n'existe pas pour l'heure. Des observateurs de la Fédération européenne seront sur place pour observer au plus près le déroulement de cette épreuve. Affaire à suivre. Et je vous propose à présent de découvrir l'entretien que nous avons réalisé avec Caroline Roguegnon-Vernin, notre invitée de la semaine. Bonjour et merci. Bonjour. Merci de nous accorder ces instants au cœur du Conseil économique et social et d'être ainsi notre invité de la semaine. Alors, ce soir se déroule le fameux cocktail traditionnel qui marque un petit peu la fin d'année pour ce Conseil économique et social. On arrive justement au terme d'une année de votre présidence. Que pouvez-vous nous dire? De quelle manière pouvez-vous décrire cette année? Déjà, pour vous dire que c'est effectivement cet anniversaire quasiment pour moi du début de ma présidence, je suis très heureuse et très honorée d'assumer ces fonctions. Et je le fais avec d'autant plus de plaisir que ça me permet de m'investir pour la principauté et de m'investir dans une mission passionnante, en fait, à m'occuper de ce conseil économique, social et désormais environnemental. Alors pourquoi justement avoir ajouté, j'allais dire, ce terme ? C'est une préoccupation qu'on a depuis longtemps au sein du Conseil économique et social et environnemental maintenant. Depuis quelques heures, en fait, effectivement, on avait émis un vœu lors de notre dernière séance plénière du mois de juin 2019 et notre souverain vient de signer l'ordonnance souveraine. Donc ça y est, nous sommes économiques, sociales et environnementales. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une des grandes préoccupations de notre principauté. Et nous souhaitons nous y associer. C'est une préoccupation d'ailleurs, c'est un défi, un enjeu majeur mondial, en fait, la sauvegarde de notre planète. Et la plupart de nos vœux, d'ailleurs, depuis bien longtemps, sont orientés sur cette problématique, en fait, environnementale. Alors, le fait de vous rencontrer aujourd'hui me permet de vous poser une question aussi. Quelles sont les grandes missions, j'allais dire, depuis les origines du Conseil économique et social et environnemental, donc à présent ? Les grandes missions, en fait, la principale mission, le cœur de la mission du Conseil économique, social et environnemental, c'est le dialogue social. En fait, j'ai découvert, en arrivant au sein du Conseil économique, social et environnemental, une petite équipe présente ici tous les jours qui œuvre discrètement pour faire fonctionner cette institution. Et j'ai découvert également 36 membres, en fait 36 membres qui œuvrent bénévolement pour permettre à la principauté d'avancer, en fait d'avancer dans les bonnes directions et pour accompagner le gouvernement dans ses prises de décision. On a une institution qui conseillons, en fait, comme notre nom l'indique. Et on a la chance, donc, parmi ces 36 membres, d'avoir 3 collèges. Un collège qui représente les patrons, plutôt, donc c'est le collège patronal. Un collège qui représente les syndicats de salariés. Et un collège avec différents métiers qui est le collège gouvernemental. C'est une chance, une vraie chance d'avoir ces trois tendances, en fait. Et c'est la seule assemblée de Monaco où toutes ces personnes peuvent discuter ensemble. C'est vraiment un lieu de discussion, de concertation, où les échanges sont parfois vifs, mais ils doivent toujours rester respectueux.
On a parmi nos membres, on a différentes nationalités. On en a qui vivent à Monaco, d'autres qui vivent en France. Mais ils sont tous très très impliqués dans l'économie de Monaco. Ils connaissent tous parfaitement les problématiques des entreprises, les problématiques des acteurs de l'économie, les problématiques des salariés. Donc en fait, on a des experts dans chaque secteur. On a 7 sections de travail. Et en fait, chacun choisit ses sections en fonction de ses compétences. Et donc, c'est une vraie richesse de pouvoir confronter tous ces avis ensemble. C'est un éventail très large, finalement, qui est représenté. Il y a un éventail très large, oui. Au milieu de toute cette année, de tout cet temps fort, on vient aussi régulièrement ici pour suivre des jeunes qui sont invités parce que je crois que la jeunesse a une place importante aussi au Conseil économique et social et environnemental. Tout à fait. Cette année, nous avons la 13e édition du Conseil économique, social et environnemental des jeunes qui vient d'être mise en place. En fait, ce sont 36 jeunes qui vont également réfléchir à des vœux et nous proposer des vœux qui seront votés ensuite en assemblée plénière et transmis à nos autorités. Et on se rend compte sur tous les vœux qu'ont émis les jeunes depuis ces 13 éditions, en fait, que ce sont, dans plus de 50% des cas, des vœux avec une composante environnementale très forte, quoi. Donc c'est une problématique sur laquelle les jeunes sont très sensibles aujourd'hui. Donc nous avons parlé de l'aspect environnemental, nous avons parlé du fonctionnement, des missions de ce conseil. Peut-être pour finir et peut-être aussi pour l'année 2020, même si elle n'a pas encore débuté, mais on s'en rapproche. Quelles sont, j'allais dire, vos ambitions et vos grands projets pour cette année à venir ? Alors nos ambitions sont de continuer de poursuivre nos travaux en fait sur les 2 grandes directions qu'on a choisies dès le début du mandat d'ailleurs, qui sont d'accompagner le gouvernement sur sa transition environnementale, qui est déjà bien avancée au sein du gouvernement, mais sur lesquelles on peut toujours avoir de nouvelles idées d'énergie décarbonée. On pourra toujours travailler longtemps sur ce sujet. D'ailleurs, à ce sujet, on a décidé de mesurer systématiquement l'impact environnemental des vœux que nous allons émettre. Il y a également la transition numérique sur laquelle nous travaillons et nous avons également émis des vœux en ce qui concerne cette transition numérique qui est vraiment d'actualité. On est dans un monde qui évolue à une vitesse incroyable avec l'intelligence artificielle aujourd'hui qui bouleverse toutes nos règles fondamentales. Je souhaite également, bien sûr, renforcer encore le dialogue social. Mon souhait le plus cher, ce serait que tous nos vœux soient votés à l'unanimité, qu'on arrive à des compromis entre les différentes sensibilités de chacun, de façon à pouvoir arriver à des votes à l'unanimité qui sont bien plus forts, en fait, des vœux votés à l'unanimité qu'à la majorité. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Et je souhaite également donner plus de sens en fait aux missions de chacun des conseillers vraiment avec tout son cœur et son énergie. Et si on avait un peu plus de visibilité sur les suites données à nos différents vœux et travaux, en renforçant peut-être la communication que nous avons avec les membres du gouvernement. On l'a déjà fait cette année en recevant d'éminents représentants du gouvernement, parmi lesquels des conseillers de gouvernement et beaucoup de personnes des départements. Mais renforcer encore plus, peut-être en instituant un comité de suivi qui nous permettrait d'avoir une meilleure sensibilité et d'orienter nos travaux de façon à répondre au mieux et à coller au mieux aux besoins de la principauté. Parfait. Merci beaucoup pour cet entretien qui nous a permis d'obtenir un bel éclairage sur ce conseil. Merci encore. Je vous remercie. Après les différents reportages de ce journal et cet entretien que vous venez d'entendre avec notre invité de la semaine, place à vos prévisions météo. Une météo clémente pour ces prochains jours, un large soleil attendu jusqu'à samedi. Dimanche, retour d'averses orageuses. Nous débuterons la semaine prochaine sous un temps encore maussade, avant le retour du soleil mardi prochain. Du côté du thermomètre, jeudi, il faudra compter 7 degrés au lever du jour et jusqu'à 13 degrés dans l'après-midi. Vendredi, il fera 14 degrés au plus chaud de la journée. Et pour les jours suivants, les températures baisseront progressivement.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition du mercredi 27 novembre. Vous savez que l'actualité se poursuit également sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.